Moi qui devais vous parler d'enfer, je crois qu'on s'est trompé de climat, on s'est trompé de spot. On va se retrouver à l'intérieur pour évoquer les sentiments de votre ex. Est-ce qu'ils peuvent revenir après une longue descente aux enfers? C'est la question qu'on se pose et qui commence comme d'habitude, juste après le générique. La réflexion du jour nous amène à partir d'un scénario, ma foi, très commun. On va donc imaginer un couple ensemble depuis, ma foi, fort longtemps, qui a eu le temps de s'installer dans un quotidien bien défini. On vit ensemble, on a acheté notre maison, on a une famille, un chien, un Range Rover, un petit étang avec une barque pour pêcher. En apparence, tout est parfait. Tout est parfait, sauf que l'amertume, la colère, les disputes ont fini par ronger ce couple de l'intérieur et aujourd'hui, la séparation est plus qu'inéluctable, elle a déjà été proclamée, décidée par l'une des deux parties. Ce faisant, on s'est bien évidemment basé sur ce flot, ce lot de reproches, de choses qu'on considère de notre côté comme des comportements, des réflexes, des réflexions déviants, déviantes et aujourd'hui, l'idée de base, c'est l'impossibilité totale de se remettre ensemble. Je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiments, tu m'as fait trop de mal. Impossible d'imaginer revenir en arrière, les papiers du divorce ou le fait de casser le Pacs ou tout simplement mes cartons sont dans la voiture, je m'en vais, c'est terminé, nous arrêtons les frais. Dans cette situation, nécessairement difficile de voir de l'espoir, difficile d'imaginer une résolution positive. Les premiers réflexes, que sont-ils? C'est le fait d'aller se renseigner un petit peu auprès de son environnement avec toute la subjectivité que cela va produire et autrement de venir se renseigner directement envers des sources informationnelles telles que donc des experts de la reconquête amoureuse, des psychologues ou même des voyants qui vont peut-être essayer de nous donner des éléments. Malgré tout, on va pas se mentir, le sentiment global n'est pas positif, l'espoir paraît excessivement mince et on est là, tout seul, assis sur son canapé, à se demander si véritablement les sentiments de mon ex peuvent revenir après cette longue descente aux enfers. Pour discuter de tout cela, vous en avez l'habitude, on va séparer notre raisonnement en deux parties différentes et je vous propose immédiatement que nous nous attaquons à la première de ces deux parties, à savoir une analyse qui est nécessairement subjective. Le moment où on se pose cette question, c'est ce qu'on va appeler le contexte, hein, on est bien d'accord. Ce contexte-là, en termes de timing, ne nous offre pas la possibilité d'être objectif. On est dans la réalité du conflit, on est face à quelqu'un qui nous répète que grosso modo, on n'a pas assuré, que grosso modo, il n'y a pas d'espoir, que plus rien n'est possible et que de toute façon, même si potentiellement je vois que à travers ton discours, à travers ton attitude, tu essayes un petit peu d'inverser les choses, il y a trop d'erreurs qui ont été commises. On a donc face à nous une argumentation extrêmement solide, on a des réflexes de distance qui eux aussi sont sans doute présents, nous faisons maintenant chambre à part, ou j'ai vraiment déménagé, ou je ne te parle plus, je réponds très peu à ta communication, je suis maintenant froide, je suis ambiguë, tout ce genre de réflexe qui alimente de notre côté l'idée que c'est plus une couille qu'il y a dans le pâté, c'est qu'il n'y a plus de pâté autour de la couille. Hein. Voilà, très clairement, on est juste dans la problématique. On mange tous les jours notre pain noir. Mes efforts n'ont pas de récompense et s'ils sont aperçus, ils sont rapidement balayés d'un revers de la main, comme si ça servait à rien et comme si donc ce constat était présent. Il est trop tard. Ce quotidien, il est excessivement difficile à vivre et quand face à nous, on a l'impression d'avoir, j'allais dire un diablotin, non, là c'est le diable avec la queue fourchue et les dents qui poussent, je sais pas si le diable a les dents qui poussent, mais vous voyez l'image, on a l'impression d'avoir quelqu'un de vil, quelqu'un de presque méchant, même si d'un côté il y a des justifications à la séparation sur lesquelles nous on revient en boucle et dans notre tête et peut-être dans notre communication, on sait qu'on a fait des erreurs, on a sans doute mis le genou à terre pour demander pardon, on a vraiment pris conscience de ces dernières, on est vraiment dans une phase de volonté d'amélioration, mais on a quelqu'un qui, face à nous, ne veut absolument rien entendre. Le discours est martelé, le discours est construit, le discours est assertif. Face à ça,
comment penser que je puisse vraiment avancer et qu'un jour cette personne me dise une nouvelle fois qu'elle a des sentiments pour moi. On va en rajouter une couche, il y a peut-être même des éléments matériels qui vont contre cette idée de recréer quelque chose de positif. Comme je vous le disais, pardon, il y a peut-être cette idée de déménagement qui est en cours ou qui est présent, qui est achevé, et puis mon ex a peut-être en plus rencontré quelqu'un, ce qui rajoute une distance avec, de mon côté, la création de sentiments comme l'idée de trahison, mon ego qui est complètement blessé, le fait que je vois officiellement que je passe d'acteur principal à peine figurant, soyons honnêtes, parce que même si j'étais pas sur le plateau du tournage, j'ai l'impression que ce serait encore mieux, on est dans cette grosse difficulté. Avec toute cette énergie-là, toute cette boule d'informations présentes, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau traite des informations qui sont des informations négatives absolument tous les jours. Très clairement, on sait que le biais de confirmation, dont j'ai parlé relativement récemment, va être présent, et que ne voyant que des choses négatives, forcément, j'ai tendance à avoir une image négative de la personne que j'ai face à moi, une image négative de moi-même et de l'impact de mes actions, de mes réactions, une minimisation de mes efforts et de leur impact futur, et cette espèce d'idée que je suis complètement abandonné, seul au monde et que je vais pas pouvoir avancer. C'est la même chose quand on allume la télé, aujourd'hui qu'on met les infos et qu'on voit les guerres dans différentes régions du monde ou tout ce qui ne va pas, on a tendance à penser que le monde est en train de complètement partir à volo, ce qui est d'un côté pas complètement faux, et puis en même temps, Jean-Pierre Pernaut, je sais pas s'il existe toujours, peut-être qu'il est décédé, j'en sais rien du tout, ça vous montre ma déconnexion avec la France, mais au journal, en tout cas de 13h ou 20h, on nous montre rarement des histoires positives, hein. On nous montre pas des success stories, quoi que ça arrivait à l'époque, au journal de 13h, tout à la fin, surtout le régional, il y avait toujours Jean-Yves qui fait ses fromages de brebis au piment d'Espelette et qui arrive à les vendre et qui finalement s'achète une villa à Las Vegas. Bon, j'exagère, mais vous voyez l'idée. Mais hormis ce genre de choses, peut-être un résultat footballistique positif pour votre équipe, et puis basta, sinon c'est la guerre, l'économie en crash, etc., les drogues, tatati tatata, l'insécurité, grand débat depuis des années en France. Bref, on est nourri d'imagerie extrêmement négative. Dans une rupture amoureuse, c'est exactement le cas. On veut imaginer, parce que vous savez que les images, c'est mon dada, cette fameuse guerre des tranchées. Je pense pas que en 1916, un soldat qui a passé, je sais pas, des mois et des mois, là on va schématiser, mais il a passé 2 ans dans sa tranchée à avancer, à reculer de 50 cm, d'1,50 m, etc., voir ses potes se faire tuer, il s'est peut-être même pris 1 ou 2 balles, il a échappé à la mort plusieurs fois, je pense pas qu'en 1916, il voit la possibilité de la résolution du conflit face à l'Allemagne comme quelque chose qui va avoir lieu. Je pense qu'il l'imagine qu'il va mourir avant, très clairement, et que s'il y a une fin, il va falloir quelque chose de radical, et on imagine encore moins la possibilité qu'une centaine d'années plus tard, les Allemands, ce soient quand même nos grands potes, hein, financièrement, on a plein d'accords, et Angela, elle peut venir manger à l'Elysée, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut visionner à ce moment-là, parce que en termes de timing et en termes de contexte, on est dans quelque chose où le négatif nourrit toutes nos réflexions. Le contexte d'impossibilité, c'est véritablement finalement la base de la reconquête amoureuse, et devinez quoi, c'est exactement là-dessus qu'on va travailler. C'est sur le contexte et non sur le contenu. Et ça, finalement, c'est l'une des grandes erreurs de la reconquête amoureuse, c'est s'imaginer qu'à chaque fois que j'ai un reproche, il va falloir que je m'en dédouane, il va falloir que je l'explique, il va falloir finalement que je puisse convaincre mon ex qu'il ou elle fait une erreur, qu'il ou elle dévie de la route de la promesse d'éternité, qui était le mariage, le Pacs, ou le rapprochement, le fait de fonder une famille, puisque, je vous le disais, dans le contexte de notre idée, on imagine un couple ensemble depuis longtemps, on a tout de suite cette idée de la faute, de la gravité, et même si on se remet en cause, et il y a quand même cette espèce, non pas d'épée de Damoclès, mais ce nuage noir qui pèse au-dessus de l'autre, où quelque part on se dit, ouais, mais moi j'ai raison, et le fait d'avoir raison devrait le ou la pousser aux excuses, à l'aveu, à la compréhension et donc à l'amour. Non, rien du tout, ça c'est une forme de coercition, non pas que vous êtes coercitif en pensant ce genre de choses, parce que c'est un réflexe complètement naturel de la part de quelqu'un qui est dans une situation difficile
On est bien d'accord, je dis juste que ça, c'est le scénario d'un mauvais film sur M6 le dimanche soir à 23h. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent, et ça nous permet de passer à notre deuxième idée, qui est du coup de l'importance du contraste. On a décrit dans la première partie, de façon pas nécessairement exhaustive. D'ailleurs, si vous avez des retours sur d'autres critères qui renforcent cette impression de négativité, n'hésitez pas. Mais on a décrit quelque chose qui est pas super ragoûtant, qui est pas extrêmement positif. Maintenant, on part donc de ce contexte, un mot que j'ai réutilisé plusieurs fois, de cette idée globale. La rupture amoureuse, comme je l'ai statué un nombre incalculable de fois, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, c'est une volonté de contraste. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait l'expérience de ce contraste? Du côté de votre ex, c'est soit un nouveau couple, donc soit un déménagement, soit juste le fait de vous virer par le callback et de pouvoir, entre guillemets, respirer, c'est le fait de remplir son quotidien de nouvelles activités, et ça, c'est l'imagerie qu'on a au moment de la rupture amoureuse, considérée, encore une fois, en tout cas dans notre raisonnement actuel, considérons la différence entre la rupture et la séparation. Au moment où moi je décide que ça y est, c'est trop, je peux plus, etc., il y a donc cette partie un peu reproche où je vais devoir justifier ma décision de ne plus vouloir continuer ma route avec vous, et puis il y a cette vision un peu fantasmée de ce que sera mon quotidien sans vous. Et dans cette vision fantasmée, je m'arrête pas sur les problèmes, j'imagine juste le soulagement, la moindre pression, la possibilité de faire ci, de faire ça, etc., etc. Si je prends mon cas personnel, alors j'imagine pas me séparer de ma femme, ça m'intéresse pas, mais on sait qu'on va gagner une forme de liberté, on va gagner du temps. Je sais que personnellement, très souvent ce sont nos loisirs ou nos plaisirs qui sont mis en avant. Je sais que moi, je pense que je passerai, notamment pendant les vacances scolaires, si ma femme devait avoir les enfants la moitié du temps, donc plusieurs semaines d'affilée, je peux très bien imaginer descendre vers le sud de la Suède, peut-être vers Stockholm, et pouvoir coupler et des tournois de badminton, un que j'ai jamais fait, et deux qui sont très présents, où tu as la chance de pouvoir faire de la compète quasiment toutes les semaines, ce qui ici n'est pas le cas, donc vraiment élever ton niveau et voir un truc super sympa, et jouer contre des Danois, parce que le sud de la Suède est très proche du Danemark, et le Danemark c'est le meilleur pays d'Europe en termes de badminton, le champion du monde est danois, enfin était, donc voilà, truc super intéressant. Et puis la pêche, parce qu'ils ont, ils ont un climat largement plus clément que chez nous. La preuve, c'est que je peux pas filmer aujourd'hui à cause d'une tempête de neige, -12, ça je peux survivre, mais la tempête de neige rend le son complètement dégoûtant. C'est pas super à l'intérieur, mais ça reste largement mieux et audible. Donc on est dans cette idée où il y a cette vision de ce que je vais pouvoir faire, la manière dont je vais pouvoir le faire. Mais assez rapidement, on va aussi être confronté à la réalité du terrain, la réalité de votre absence. Tout à coup, je vais avoir une charge matérielle potentiellement plus lourde, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la gestion de différentes problématiques. Et là encore, je vais reprendre mon cas, c'est pas du tout pour parler de moi, c'est pour vous montrer les détails matériels, les détails pratiques, les détails techniques. Il y a des choses qui sont pas plus problématiques que ça, par exemple, tiens, j'en ai un d'exemple, le contrôle technique de la bagnole qui se fait tous les ans ici, très très chiant. C'est toujours ma femme qui le fait, pour des raisons XY. D'abord, c'est pas mon truc, je me débrouille, je pourrais absolument le faire, je pourrais passer au-dessus, mais il y a cette tradition, elle connaît le mec qui le fait, dernière fois en plus on a eu un prix, donc je me dis, je suis un peu moins jolie qu'elle, moi ça va être plein pot, autant que ce soit elle, je viens toujours avec les enfants, etc. Mais c'est à peu près le seul moment, ça va faire macho ce que je vais dire, c'est le seul moment où elle conduit la bagnole, c'est quand on va faire le contrôle technique. Bon, bref, ça c'est quelque chose que je pourrais faire évidemment, mais il y a d'autres aspects dans mon quotidien où je serais quand même emmerdé de son absence, on va pas se mentir, notamment au niveau de tout ce qui est bricolage de la maison, parce que je suis ce genre de propriétaire qui sait rien faire chez lui tout seul, donc qui paye des professionnels, etc. Là par exemple, on a eu un problème de lumière dans la salle de bain, beau-papa est électricien, beau-papa il a réglé le problème, beau-papa je l'appelle plus, après une rupture amoureuse, on est bien d'accord. Donc je me retrouverai face à des problématiques où effectivement on se rend compte que l'absence de l'autre est moins
moins chargé ou est chargé différemment en termes d'émotions que lorsque sa présence m'agaçait. Parce que si tu es là et que tu fixes la lumière, je dirais oui, bon bah en même temps t'habites là, gna gna gna. Je trouverais une situation, une possibilité pour minimiser cet effort-là, le rendre normal, versus vous n'êtes pas là, et là il y a le poids de cette absence qui est présent. Alors là je suis en train de parler de détails, bien évidemment, il y a des choses bien plus importantes, comme par exemple l'aspect financier, le fait de gérer tout ce qui est administratif, la prise en charge des enfants, etc., etc., etc. Ça, plus d'autres évolutions matérielles, comme celle du couple, le fameux couple pour lequel je vous ai quitté, qui me permet d'avoir du renouveau, etc., etc., et qui, comme tout relationnel, fait découler aussi une forme d'énergie, une énergie qui a tendance à évoluer positivement, négativement, en stagnant, quelle que soit la manière dont les choses s'organisent. Dans un couple, il y a toujours, alors plusieurs phases, j'aime pas ces catégorisations, mais il est bien évident qu'une relation qui a 5 ans dans la tronche, c'est pas la même chose que 2 semaines, 2 mois ou 6 mois, où on est encore tout au début, hein, où on est dans la phase comment va-t-on s'organiser. Ben justement, la question se pose aujourd'hui, et il y a souvent des désillusions. Ça veut pas dire qu'il y en aura nécessairement, ça veut juste dire que on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a véritablement une phase de transition, une phase d'évolution entre l'imagearité que j'avais et de la situation, de ce qu'elle aurait dû être sans vous, et puis de vous, de votre comportement, et la réalité du terrain. Parce que oui, dans notre comportement, vous le savez, vous l'avez compris, nous, on va être dans du dynamisme, dans du sourire, dans la linéarité, tout ça qui crédibilise le fait, en réalité, que la rupture amoureuse, ce qui aurait dû être cette lame de guillotine qui nous coupe la tête et met fin à tout espoir, ben finalement, se retrouve être plutôt un coup de pied au cul, alors un sévère coup de pied au cul avec des Santiago et puis on vous a frappé avec l'éperon quoi, donc oui, ça fait mal, on saigne et il va falloir de la cicatrisation, mais on se remet d'aplomb à travers le travail personnel, à travers la volonté de contraste, à travers la planification, à travers la réalisation, à travers les expériences et bien évidemment à travers ce tout nouveau dynamisme fait de communication, fait de sourire, fait de volonté de créer donc une énergie qui sera différente où oui, même si ça fait mal à l'ego, on sera malgré tout là si jamais elle veut, il ou elle veut changer un problème, enfin régler un problème électrique dans sa maison, on viendra le faire avec un grand sourire, pas question d'acheter l'idée que parce que je suis là, tu me dois quelque chose, ou de laisser son ego de côté, je me dis juste que on peut créer de l'opportunité, du terrain, parce que ce que les gens voient de l'extérieur, c'est que toi tu viens changer je sais pas, la lampe, le problème, de régler le panneau électrique, je m'en fous, mais de l'extérieur, on voit qu'on se fout de ta gueule, que t'es utilisé, que t'as pas d'ego, que t'as... Moi, je vois le moment où t'ouvres le panneau, t'es en train de faire ton truc et vous arrivez à déconner et tu repars de là avec un sourire et lui ou elle a un sourire également et où on se dit merde, ça, tu vois, juste avant que tu partes de la maison, t'aurais fait la même action, t'aurais trifouillé le panneau électrique, soit on se serait pas parlé, soit on se serait pris la tronche. Et là, tout à coup, on le fait parce que la situation a évolué, parce que le contexte a évolué. Tout à coup, on se retrouve à s'apprécier d'une manière différente. Est-ce que tout ça, cette idée de dynamisme, cette idée de mouvement, cette idée de sourire, de linéarité, etc., est-ce que tout ça nous assure une reconquête amoureuse? Évidemment que non, et je sais que c'est un terrain où je me fais attaquer et où je me dis, mince, il y a beaucoup de gens, soit ils écoutent pas les vidéos, soit ils écoutent pas les vidéos, soit ils écoutent pas les vidéos. C'est-à-dire que on vient avec cette idée préconçue de ce qu'est un coach en reconquête amoureuse, de ce qu'il va déjà nous dire. Bon, manque de bol, moi je m'inscris un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis justement de tout ce que je considère comme étant des bêtises ou en tout cas des raccourcis intellectuels dénués de psychologie qu'on trouve assez profusément, et j'ai envie de dire, dans l'environnement de la reconquête amoureuse. Mais où on nous explique que finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, tu laisses ton ego de côté, tu fais croire que tu joues sur la douleur des gens. Non, il n'y a pas d'assurance de résultat. Il y a du sang, des larmes, de la sueur, et le résultat que oui, par contre, là, sur lequel on peut tabler et qui est tout à fait objectif et réalisable, c'est à minima l'amélioration du relationnel. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes avec qui
je travaille au quotidien, dont je suis l'histoire, et qui, sans même parler de reconquête amoureuse, ont déjà eu des opportunités qui n'auraient absolument pas été et qui n'étaient pas possibles au moment de la séparation, que ce soit en termes communicationnels, que ce soit en termes de petites actions comme le panneau électrique, ou de véritables rendez-vous où les choses se passent extrêmement bien et on se dit bah merde, déjà au moment de la rupture j'avais l'impression qu'on me détestait, c'est limite mon ex, elle avait une cible à fléchette dans son bureau et avec ma photo dessus et 4 heures par jour, elle essayait de me crever les yeux, heureusement elle vise pas bien, mais l'idée est véritablement là où j'étais la tête de turc, c'est toujours moi qui avais tort, c'était ceci, c'était cela, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de grandes évolutions, que ce soit des déménagements, que ce soit un nouveau taf, que ce soit, enfin bref, des choses qui dans mon quotidien ont pris de la place, ont pris du temps, ont pris du focus, de même de l'autre côté, et on a vu les mentalités commencer, de par la linéarité, bien évidemment, de par ce fameux marathon, évoluer assez naturellement, puisqu'il y a eu une crédibilisation du fait que non, en fin de compte, je lui cours pas après, que oui, je peux être sympa, que non, je suis pas détruit, et que finalement, il n'y a pas lieu de se détester, il n'y a pas lieu d'être dans quelque chose d'extrêmement violent. Alors je sais ce qu'on va me dire à ce moment-là, c'est oui, mais moi, mon ex, je la connais, il ou elle est très têtu, veut vraiment absolument pas qu'on se remette ensemble, etc. Et ce à quoi je réponds, mais cette analyse-là, elle est basée sur justement l'image arrêtée du contexte qui lui-même est arrêté de la rupture amoureuse. J'ai vu des histoires où juste c'est incroyable les retournements de situation. Ça veut pas dire que ça va vous arriver à vous, ça veut juste dire que à force de travail, c'est comme ça qu'on crée les opportunités, c'est comme ça qu'on crée les possibilités, et mon métier à moi, c'est de constater à peu près tous les jours qu'on voit des situations où on arrivait en me disant voilà JB, ça c'est mon dossier, regarde, c'est pas possible, ça va pas le faire, ça va. Et encore une fois, la justification de ça, c'est pas que les gens ne croient pas dans la reconquête amoureuse, c'est que le premier réflexe c'est d'aller vers la simplicité. Donc 9 fois sur 10, les gens qui viennent me voir sont allés voir ailleurs, ont eu des conseils pas forcément super utiles, que ce soit des lettres, que ce soit des silences radio, que ce soit des choses qui finalement ont créé encore plus de distance, ont tenté pas mal de choses, se sont fait un peu griller. Bon, nous, on va pas cacher à l'autre que on l'aime toujours, c'est juste qu'on va déplacer le focus, mais ont été extrêmement lourds, et aujourd'hui, on a créé un gap que nous, on essaye de résorber en construisant un petit pont en bois à la main, jour après jour. En plus, faut aller chercher les planches, faut faire les planches, faut aller couper des arbres, les tailler, mettre les clous, enfin bref, vous voyez que on fait du boulot, que il y en a énormément, et qu'évidemment, on est dans cette idée que le contraste est porteur d'espoir. D'ailleurs, et je conclurai là-dessus parce que je parle beaucoup et je vais encore me faire jeter des cailloux dans les yeux et ça pique, c'est exactement la même logique, sauf que l'échelle est moindre dans l'exemple que je vais donner, de la dispute. Quand vous vous prenez la tête avec quelqu'un, on va sortir de la rupture et de la reconquête amoureuse, mais vous vous prenez la tronche avec un collègue, sur le moment, pour X ou Y raison, vous avez envie de l'emplâtrer. Vraiment, dans l'instant, la personne, vous en pouvez plus, vous dites, mais c'est pas vrai, il est complètement abruti, il comprend rien, c'est pas possible, c'est... À ce moment-là, dans votre tête, votre cerveau, l'information qu'il enregistre, c'est qu'il y a une impossibilité totale d'accord, il y a une impossibilité totale de compréhension entre les deux parties. Vous avez jamais eu une dispute avec quelqu'un avec qui plus tard ça s'est amélioré? Peut-être pas dans les 5 minutes, et les excuses n'ont pas diminué, ou peu, ou un petit peu, mais pas assez en tout cas, le sentiment négatif et l'a priori que vous aviez face à cette personne. Comment est-ce que ce dernier a diminué? À force de linéarité. Parce qu'il n'y a plus eu de conflit, parce que finalement vous avez vu cette personne dans des expériences différentes, des contextes différents, réagir de manière que vous trouviez cohérente, et vous avez dit bah finalement il est peut-être pas si con que ça, finalement il y a peut-être quelque chose à faire, on va pouvoir en tout cas pas nécessairement le jeter à la poubelle. Donc est-ce que les sentiments peuvent revenir même après une longue descente aux enfers? Oui, bien évidemment que ça va être du sang, des larmes, de la sueur, ça va être compliqué, ça va être long, on va pas se mentir, il n'est pas question non plus de voir des Télétubbies volants partout autour de nous, hein, sinon
faut arrêter, on est bien d'accord, mais l'impossibilité telle que nous, on l'aperçoit à l'intérieur de notre tête et telle qu'elle est profusément partagée, que ce soit dans les commentaires des vidéos, dans les idées de vos amis quand on est assis et qu'on boit un pastis, c'est que de toute façon, c'était une connasse, tu mérites mieux, tu n'y arriveras pas, pff, elle s'est barrée avec un autre mec, elle s'en fout. Ce genre de discours qu'on connaît tous et puis qu'on a tous eu à un moment ou un autre, tout ça est vide de compréhension, vide de sens, tout simplement parce que ça ne prend pas l'aspect psychologique et l'aspect évolutif en compte dans la réflexion. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Le like excessivement apprécié puisqu'il permet à la chaîne de mieux se référencer, de grandir et d'être partagé aux gens qui ont besoin d'une main tendue dans leur rupture amoureuse. De même pour l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche, exactement la même logique, et vous pouvez toujours rejoindre les VIP et bénéficier d'un accès aux vidéos que je publie quotidiennement sur la chaîne. Vous pouvez même, en modifier la programmation, puisque au moment de votre abonnement s'ouvre un canal sur lequel vous pouvez communiquer directement avec moi et me soumettre de nouvelles idées de sujets à traiter. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Bravo à vous si vous avez tenu jusqu'à la fin. Moi, je vous abandonne là. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!